Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le verdict de ce procès ne laissait guère de doute, tant l'accusation avait apporté des éléments à charge. Pour corruption et trafic d'influence, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. Un jugement sans précédent en France et dont le verdict qui a déclenché l'émoi au sein de sa famille politique, la droite. L'ancien président, dont les 2 co-accusés, Gilbert Azibert et Thierry Herzog, ont écopé des mêmes peines, a néanmoins pu éviter la case prison. Sa peine a en effet été aménagée par le tribunal en détention à domicile sous bracelet électronique. Mais l'ancien président entend se défendre jusqu'au bout. Il a fait part de sa volonté de faire appel que représente ce procès à l'échelle de la France. Y a-t-il des enseignements à en tirer pour les gouvernants actuels, quels qu'ils soient, et quelle perception et quelle importance sur le continent africain? Est-ce une première étape vers d'autres affaires? L'ancien chef de l'État s'est dit prêt à saisir la Cour européenne des droits de l'homme et a vertement critiqué les juges qui l'ont condamné France. Condamnation de Nicolas Sarkozy, un verdict pour la forme ou pour l'histoire, c'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à tous et bienvenue. Avec nous aujourd'hui, Soulem Lamzat, bonjour. Bonjour. Consultant en problématique du terrorisme, vous êtes spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous, Jules Justinier Oupatini, bonjour. Bonjour Joannès et bonjour chers téléspectateurs de Sika TV. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel, auteur de plusieurs ouvrages, une bonne dizaine, dont certains sous presse en ce moment. Un plaisir de vous avoir. Justinier Oupatini, ma vraie question est pour vous. Condamnation à 3 ans de prison. Déjà, est-ce que c'est surprenant qu'un ancien chef d'État de la France, ancien chef d'État il n'y a pas aussi longtemps que cela, soit condamné dans un procès dans son propre pays? L'affaire des écoutes ou l'affaire Bismuth en France, et en liaison avec monsieur Nicolas Sarkozy, ex-président français, militant du parti UMP, devenu le parti des Républicains, et à quelques années, quelques petites années de l'élection présidentielle en France. Il faut dire que M. Sarkozy, du point de vue de sa personne et de sa personnalité, est quelqu'un qu'on a toujours perçu de caractère. C'est un homme de caractère et je l'ai souvent perçu comme quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout. Et il se fait que ce monsieur-là a été président français et après son départ de la présidence, il y a plusieurs affaires judiciaires qui se sont mises en branle contre lui. Affaire Bettencourt, affaire Karachi, affaire des écoutes, affaire financement libyen, une douzaine d'affaires. Alors, cela nous amène à nous interroger. Et ces affaires-là, est-ce que c'est des affaires techniquement justifiables ou c'est plutôt des situations ou des affaires en liaison avec l'élection présidentielle à venir? Est-ce que c'est des intrigues politiques? Je crois que aller jusqu'à prononcer l'emprisonnement, la condamnation d'un ancien président français pour 3 ans d'emprisonnement, ça veut dire que le président de la République, tout président de la République,
il doit être perçu suivant 2 angles à tout moment. Avant son mandat, pendant son mandat surtout, et après son mandat. Pour dire quoi? Avant son mandat, il est un citoyen. Pendant son mandat, il est un citoyen et un président de la République. Après son mandat, il devient citoyen. La justice n'a pas de couleur. Le droit est impersonnel. Cela veut dire que le passage au poste présidentiel ne constitue pas une panacée contre des poursuites judiciaires ou contre la résilience d'affaires judiciaires. Cela veut dire que nous avons de sérieuses leçons à tirer, tant du point de vue social, du point de vue politique, que du point de vue judiciaire. Mais cela ne me surprend pas trop, parce que quand on analyse un peu la personnalité de M. Sarkozy, et fondamentalement son rapport avec l'Afrique, je crois que ça laisse un peu à désirer. On n'est pas très satisfait. Pour dire quoi? On a vu un monsieur qui semble-t-il un peu imbu de sa personnalité, un monsieur qui n'est pas très apprécié des Africains, justement, compte tenu d'un certain nombre de discours. Je me rappelle de son discours de 2017. En 2017, sa posture par rapport à l'immigration et plein de choses. Et le dossier Muammar Kadhafi. Et quand on se rappelle un peu tout ça, certains vont se réjouir et dire c'est très bien fait pour lui. Nous sommes des spectateurs joyeux. Nous allons voir jusqu'où l'affaire ira. Et il est définitivement mort, juridiquement, judiciairement, politiquement. D'autres vont dire, mais après tout, c'est un ancien président de la République. Et un président de la République, fût-il ancien, n'est pas n'importe qui. Surtout que ce sont fondamentalement des affaires liées à ses actions personnelles. Voilà un peu ce que je peux dire. Hein. Je crois que nous allons, dans la suite du débat, on va analyser sur le plan judiciaire, sur le plan politique. Mais c'est très triste. C'est très triste et que nos présidents sérieusement le sont. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la justice. Même si la justice d'aujourd'hui ne rattrape pas, la justice de demain peut rattraper. Voilà. Alors, sur le même date, est-ce que c'est un verdict à saluer à l'échelle de la France? Avant d'arriver au verdict, il faut savoir qui est Nicolas Sarkozy. Son mental, sa posture et ce qu'il génère, la manière dont il respire politiquement. C'est le monsieur qui est un opportuniste de première heure. Il a toujours sauté sur les opportunités pour tout de suite prendre de l'élan. Quand vous le prenez dans son parcours politique, c'est quelqu'un qui, aux côtés de Chirac et autres, n'est-ce pas, a épousé l'idéologie gaulliste. Et de ce point de vue, il se voyait en conquérant absolu. Et cela l'a amené au ministère de l'Intérieur. Arrivé au ministère de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui sait que tout gouvernant a besoin de l'appareil sécuritaire pour implanter, n'est-ce pas, sa politique et sa visée, et sa vision, n'est-ce pas, et voire même son programme. Alors, il a refait complètement. C'est sous Nicolas Sarkozy qu'on a connu les plus grandes réformes sécuritaires en France. Surtout quand il était au ministère de l'Intérieur. Il a façonné la police à son image. La police française est passée d'une police, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, ce terme-là ne me plaît pas, une police démocratique, à une police de rigueur. Et j'en donne pour preuve l'affaire de la gestion des cités, où il est parti à Argenteuil parler de, voilà, je vais les passer au Karcher. Donc, il a ce côté-là, mentalement arrogant. Il est d'une posture qui lui donne une certaine assurance à appliquer ce qu'il dit. Nous le voyons sur 2 thèmes. Dans le sens que, nous voyons plutôt dans 2 sens. Le premier sens, c'est que politiquement, il se donne une posture qui réchauffe l'ambiance politique en France.
Les Français sont des gens qui aiment ceux qui tiennent tête. Les gouvernants qui tiennent tête. Les Français adorent ça. Ils en raffolent. C'est pour cela que de tout ce qui se fait, de tout ce qui s'est dit, il a toujours une cote-part de popularité. Il reste toujours populaire, Nicolas Sarkozy. N'est-ce pas? Le deuxième point, c'est que du point de vue moral, il n'apporte rien. Il embrouille tout le monde. Comment donc? J'ai eu la preuve, tous les procès qui s'en suivent. Il dénonce une cabale généralisée contre cette personne. Non, quand vous faites des choses, ça ne se cache pas. Que vous soyez au pouvoir ou pas. Si vous le faites et vous pensez pouvoir les cacher, il y a des gens qui ont participé, qui peuvent se retourner contre vous. L'affaire, il vient de le citer, mon beau débatteur. L'affaire Karachi, bon, pour lequel il a été innocenté parce qu'il était sur le banc des témoins. Vous prenez l'affaire Bettencourt, bon, c'est encore passé. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Le Big Mayon, comment s'appelle la dame de L'Oréal là. Il y a aussi ce procès. Maintenant, on en vient à celui-là, pour lequel il a été condamné 3 ans, dont 1 an ferme. Le 17 prochain, il vient encore. Et ainsi de suite, et ça va continuer. Et je ne vous dis pas. J'ouvre une parenthèse là pour vous dire qu'il y a des associations africaines qui ont porté plainte contre lui à la CPI. C'est un monsieur qui n'aura pas du repos. Alors, moi, à mon analyse, je le vois en train de faire un combat juridique à caractère politique. Je m'explique. Juridique parce qu'il faut qu'il gagne ces procès-là. Je crois qu'il en a été écarté d'il y a de 2. Il est condamné sur celui-ci. Il va faire appel. Mais il continue dans cette lancée-là parce que il est rappelé à la droite. C'est quelqu'un qu'on essaie de faire revenir. Parce qu'aujourd'hui, la France est tombée tellement bas qu'on a besoin d'un monsieur comme lui. Parce qu'avec son tintamarre là, pour revenir, remettre un peu de l'ambiance, soi-disant remettre un peu de l'ordre. Mais les époques ne sont plus les mêmes. La vision du monde actuel n'est plus le même. Et aujourd'hui, on a plutôt besoin d'un monde de paix qu'un monde de paix qu'un monde de guerre. Et Nicolas Sarkozy, il est en inadéquation actuellement, politiquement parlant, avec sur la vision que les dirigeants actuellement du monde. Le terrorisme est partout. On n'a pas la paix. Même en France aujourd'hui, la classe moyenne fait la poubelle. Mais face au terrorisme, on a besoin de fermeté, vous l'avez dit. On a besoin de fermeté. Nicolas mais on n'a pas Sarkozy besoin... est un personnage ferme. On a besoin de fermeté. Attention, il faut savoir faire une différence entre la fermeté et l'arrogance. Je vous dis, c'est un personnage qui... Mais j'étais à Argenteuil le jour où il est venu dire qu'il allait passer les jeunes, la racaille au Karcher. Un président de la République qui se permet ce genre de propos, il pouvait dire, bon, nous allons essayer de remettre de l'ordre. Mais je passe au Karcher. C'est quelqu'un qui il faut le voir marcher. Il faut étudier le personnage. Et il n'a pas... C'est pas le pouvoir qui a façonné Nicolas Sarkozy de cette manière. Il est comme ça, c'est sa nature. Et je suis entièrement d'accord avec mon co-débatteur qu'il faut lorgner du côté politique pour voir si tous ces procès-là qui viennent là ne sont pas des procès du genre à vouloir le déstabiliser. D'accord. Répondez à ma question. Faut-il se satisfaire de ce verdict-là? Oui et non. Oui, parce que ça brise un élan. Ça brise la mentalité de ceux qui se croient tout permis. Et non, parce que nous, ça ne nous concerne pas en tant qu'Africains. Moi, en tant que panafricaniste, c'est pas mon problème. Mais le jour où je le verrai amené devant un tribunal pour une raison d'État qui concerne par exemple le bombardement sur la Côte d'Ivoire, le bombardement en Libye, là je pourrais opiner et dire quel est mon élan de satisfaction ou non. D'accord. Alors, voilà. Justin Mpati, selon vous, est-ce que Nicolas Sarkozy a été condamné pour la forme? Parce que visiblement, beaucoup pensent que Nicolas Sarkozy va faire un tour par la case prison. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette condamnation-là, c'est possible? Il faut essayer de voir d'abord le fond, et par la suite voir les effets. Les effets où la manière dont la sanction sera gérée. J'ai l'impression, tout
savez, je suis partisan d'une école selon laquelle l'indépendance, l'impartialité et l'inamovibilité des magistrats, surtout des magistrats du siège, sont des principes, des droits, mais qui de plus en plus sont écorchés ou subissent des tentatives d'écorchure par des hommes politiques. Dans une certaine affaire en Afrique ici, j'ai douté de l'indépendance des magistrats en la matière. Notamment en Côte d'Ivoire. Mais je veux parler d'un autre État. Je n'ai pas voulu nommer l'État parce que l'affaire est en cours. D'accord. Mais dans cette affaire-là, l'affaire des écoutes, le monsieur Sarkozy, après affaire Bettencourt, qui rentre en liaison avec son avocat, monsieur comment il s'appelle? Thierry Herzog, qui réussissent à avoir dans leur jeu le magistrat Gilbert pour pouvoir avoir accès à des informations qui sont secrètes à la justice. En cours de procès. En cours de procès. Quand on prend ça et qu'on traite ça au plan social et au plan éthique, ce n'est pas bien. C'est vrai qu'en politique ou en stratégie, il y a une certaine perception selon laquelle on peut utiliser tout ce qu'on... Comment ils appellent ça? C'est l'autre qui a développé ça. Machiavel. Voilà. Donc, il faut utiliser... La fin justifie les moyens. Il faut utiliser tous les moyens qu'on a à sa disposition pourvu qu'on obtienne ce que l'on veut. Mais ce n'est pas une raison pour quand même déstabiliser la justice. Je crois que ce qui s'est passé, le fond du débat là, de ce dossier-là, moi je trouve que ça mérite sanction. Maintenant, lorsqu'on se déplace vers la qualité de celui qui est condamné, c'est un ancien président de la République française. Tout à fait. Alors, vous voulez donc dire que la justice française, elle a décidé de mettre en prison, de mettre en tôle l'ancien premier magistrat du pays. Quelle image cela lance-t-il? Est-ce que, dans la pratique, je crois que c'est déjà bien fait, hein? Et il me semble qu'il y a eu une bémolisation ou un adoucissement de la sanction. Et il s'agit d'un président de la République. 3 ans, dont 1 an ferme. Oui, sans mandat de dépôt. Oui, c'est 1 an ferme. Alors, moi, je crois que c'est beaucoup plus une condamnation pour pouvoir attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de savoir se comporter dans la société. Moi, je ne crois pas qu'on puisse... cette condamnation-là ne va pas donner lieu à une mise en tôle. Non, même la consommation de la sanction, je doute fort. Et puis, il a déjà bien fait. Il a déjà bien fait d'interjeter appel. Il a dit qu'il va interjeter appel. L'appel étant suspensif. Oui, c'est suspensif de l'exécution. Donc, il n'a pas le choix. Il va interjeter appel et sur la base des dispositions communautaires européennes, il a dit qu'il va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. La question se pose de savoir quelles conséquences cela, cette affaire. Et le 17, il est dans une autre affaire. Hein? Tout à fait. Vraiment, quelles conséquences ces différentes affaires-là peuvent avoir sur son mental, sur sa probable candidature au nom des Républicains pour la présidentielle à venir. Hypothétique candidature. Hypothétique. Il ne l'a jamais confirmé. Ce n'est pas encore confirmé, mais quand j'exploite les qualificatifs que M. Hamzat a évoqués tout à l'heure vis-à-vis par rapport à M. Sarkozy. Personnalité. Vous avez parlé, par rapport à sa personnalité, vous avez dit c'est un homme stratège. Je suis d'accord, un stratège. Il a un mental fort. Oui. Il est un gagnant. À tout prix. Voilà.
Et moi, j'ajoute qu'il est un compétiteur. Je ne sais pas s'il est compétiteur né, mais il est un compétiteur. Alors, ces qualificatifs-là, vous les avez analysés dans un sens négatif, dans le sens de mal servir la République française. Vous avez analysé cela dans un sens négatif par rapport à Sarkozy, par rapport au personnage, à ce personnage. Et vous émettez des réserves par rapport à Sarkozy et en lien politique avec la France à nouveau. À quoi ça peut vraiment servir? Moi, je voudrais voir ça dans un autre sens. Puisque nous allons là, dans la dimension politique. Il me semble, en restant dans la posture des Français, il me semble qu'un stratège, quelqu'un qui a un mental fort, quelqu'un qui est un gagnant, quelqu'un qui est un compétiteur né, par rapport à la France dans les relations internationales, c'est quelqu'un qui mérite qui mérite une certaine confiance de la part qui a intérêt à être positionné. Quand je reste dans la posture des Français, je dis bien la posture des Français, parce que la France n'a pas intérêt à reculer au plan international. Et la France n'a pas intérêt à reculer dans ses relations diplomatiques. La France n'a que des intérêts. Elle n'a pas d'amis. Ce que Richelieu avait dit, que le président de Gaulle a repris, ça continue d'avoir cours. Mais au-delà de cela, il me semble que ces différentes affaires-là, par rapport à ces différentes affaires-là, M. Sarkozy, ayant un mental fort là, il va affronter les différentes affaires. Et il va développer toutes les stratégies judiciaires avec ses avocats, toutes les stratégies judiciaires possibles. Le droit est neutre. C'est l'utilisation qu'on fait de lui qui détermine sa valeur. Donc, c'est possible que M. Sarkozy se tire d'affaire par la victoire. C'est bien possible. Il me semble qu'il lui a manqué ce que j'appelle des valeurs environnementales ou que nous développons en développement durable, l'anticipation, la précaution et la prévention. C'est-à-dire quoi? Quelle lecture je fais de la situation? Est-ce que c'est une affaire suscitée ou supputée par des adversaires politiques ou par un parti politique, notamment la République En Marche, parce qu'il se pourrait qu'il soit candidat des Républicains prochainement? Je n'ai pas assez d'arguments pour pouvoir répondre par oui. Abonder dans ce sens-là. Pour abonder dans ce sens. Cependant, je crois qu'ils ont intérêt, les autres partis, notamment la République En Marche, a intérêt à faire de la récupération politique de ces différentes affaires. Mais Sarkozy ne va pas se laisser faire. Et je suis très séduit par la manière dont il arrive à se débattre. Vous savez, pour finir à cette étape-là, lorsque vous avez un peu un schéma qui n'est pas loin de celui-là en Afrique de l'Ouest, lorsque plusieurs personnes ou tout le monde est ligué contre la même personne, ou lorsque la même personne est accablée, cela peut révéler la personne. Je me rappelle lors du premier mandat du président Yahi Boni ici au Bénin, vers la fin du mandat, quand il disait « laissez-moi terminer mon mandat », quand des gens s'étaient ligués à gauche, à droite, et il y avait opposition par ici, opposition par là, cela lui a permis justement de se trouver des alliés puissants, stratèges, qui ont un mental fort, gagnant, compétiteur, et cela lui a permis de rempiler. Donc, le tout dépend de la manière dont le président Sarkozy va se prendre. Maintenant, en restant dans la posture
des Africains, je préfère y revenir pour ne pas monopoliser la parole. Parce que lorsque je suis resté tout à l'heure dans la posture des Français pour analyser, je crois que nous avons également intérêt à rester dans la posture africaine. Quand je reste dans la posture des Africains, je n'apprécie pas du tout Sarkozy. Quand je reste dans ma peau de panafricaniste, c'est un monsieur qui ne me met pas du tout à l'aise. C'est un monsieur dont je ne souhaite pas une réélection compte tenu du passé que l'Afrique a vécu et surtout compte tenu de ce mauvais souvenir que j'ai par rapport à mon leader Muammar Kadhafi. Et je vais y revenir s'il y a lieu. Alors sur le mandat, on s'y attendait. Nicolas Sarkozy va donc faire appel de cette décision-là. On l'a suivi dans une interview accordée donc à nos confrères du Figaro, où il a été extrêmement clair. Il estime que c'est une vaste cabale et une profonde injustice. Donc, il est prêt à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Il critique donc aussi les juges qui l'ont sanctionné. Est-ce que c'est une posture qui vous surprend? Déjà, il est dans son plein droit d'interjeter après. Tout à fait. C'est son droit absolu. Mais moi, je voudrais que la justice reste la justice. En ce sens-là que le poste de président de la République, qui est l'une des premières institutions qui incarne l'État, ne doit pas être un poste de va-t-en-guerre. Il ne faut pas se servir de ce poste-là pour faire ce qu'on veut. Et c'est le cas Sarkozy. Sarkozy, il voulait être quelque chose, il suffit que de sa position de chef de l'État, il pouvait actionner des verrous et puis faire disjoncter d'autres verrous et imposer sa manière de voir à certaines personnes, en particulier les chefs d'État africains. Voyez comment il est arrivé à faire étaler Bolloré sur tous nos ports dans l'Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que je vous dis, c'est un stratège. Mais il est un stratège dans le sens négatif du terme. Négatif du terme. Ça dépend de la position qu'on négatif du terme. Positif pour ses soutiens. Positif pour ses intérêts. C'est un stratège extrêmement fin. Mais stratège en ce sens-là que ce qu'il fait ne nous arrange pas. Nous, oui, ça n'arrange même parfois pas la France. Vous savez que tout ce que Bolloré ramasse d'ici, il ne verse pas ça à la France. Il paye des impôts, certes. Il paye ce qu'il va payer. Mais la plus grosse partie... L'image de la France. Non. La diplomatie française. Attention, il ne faut pas jouer. Ne jouons pas sur ce tableau. On risque d'enfoncer le débat. Parce que le clan Sarkozy-Bolloré, excusez-moi le terme, c'est un clan mafieux. Excusez-moi le terme. C'est des accusations graves. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans tous les journaux français. C'est pas moi qui le dis. Ils l'écrivent. Peut-être que ça semble... Non, je vous le dis. Je m'explique. Regardez par quelle alchimie. Ici, dans mon pays, je prends le cas de mon pays. Comment se fait-il que notre confrère, Aoré, qui devait refaire le rail, s'est vu arracher, n'est-ce pas, comment ils appellent ça, Bénin, Niger, le rail sur le tronçon jusqu'au Niger, là, qui s'est vu arracher ça, mais pour le compte duquel Bolloré n'a jamais fait une demande d'appel d'offres. Comment vous expliquez ça? C'est pas de la mafia, ça? C'est de la délinquance d'affaires. Donc, et ça s'est produit comme ça sur plusieurs ports de la sous-région. On entend même dire que il y a un chef d'État quelque part ici en Afrique de l'Ouest à qui qu'on a soudoyé. On a donné des sous pour des faveurs. Et c'est pour cela que l'autre aussi est en train de courir vers la prison. C'est ça le personnage Sarkozy, d'une part. Mais d'autre part, je reviens sur le côté politique pour dire ceci. La France est à 1 an, je crois, 1 an et demi de ces échéances électorales. J'ai entendu hier Marine Le Pen, qui a la côte très haute par les temps qui courent, qui était en train de mais elle était en train de se fâcher presque contre une justice qui est manipulée. Elle disait non, que la justice n'a pas interféré sur le cours de la mandature ou de la candidature ou non de Nicolas Sarkozy.
Parce qu'on lui a posé une question qui allait dans ce sens, à savoir si, avec toutes ces condamnations-là, il ne risque pas d'être exclu. On a connu Fillon, le cas Fillon, où c'est que Fillon a été condamné sur de longues années à ne pas exercer politiquement, donc il a été exclu du jeu. Est-ce qu'on ne voit pas Sarkozy dans les affaires qui vont venir se faire avoir ce genre de condamnation? Donc Sarkozy elle est partie victime d'une cabale judiciaire. Soit 10 ans. C'est possible selon vous? Ça peut être possible. Il vient de le dire, il a cité Machiavel. Le pouvoir a tout pris avec tous les moyens qu'il faut. Et vous savez bien que les Français sont champions en la matière. Quand il faut déstabiliser un État, c'est les meilleurs dans le secteur. Vous savez qu'il y a au sein de la DGSE, pour la nommer, le service de la Direction Générale des Services Extérieurs, un service qu'on appelle le service action de la DGSE, qui a en son sein que des barbouzes. Je veux citer en leur tête Foucault. Et vous savez ce que c'est que Foucault, il y a des livres qui en parlent, longuement et largement. Donc, ils ont la capacité à foutre le bordel n'importe où. Cela, je reviens un peu en arrière sur ce qu'a dit mon co-débatteur. Il faut analyser aussi le volet africain de cette affaire. À savoir que les chefs d'État africains doivent tirer leçon de ce qui se passe aujourd'hui en France. La France aujourd'hui, la justice, je parle pas de la France, la justice française est-elle en train de nous donner une leçon? Est-elle en train de nous dire, écoutez, ceux qui font mal chez nous, que vous accusez chez vous, nous sommes en train de les frapper. Faites pareil chez vous. D'une part, ceux qui sont en train de faire mal chez nous, vous avez la possibilité aussi de porter plainte contre eux. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à un autre relent de la justice internationale? Alors, de ce point de vue, je demande à toutes les associations, les organisations panafricaines qui ont la capacité et les moyens d'introduire des recours en justice sur le bombardement du palais de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? La déportation du président Laurent Gbagbo, d'une part, sur les frappes en Libye et tous les dommages que cela a causé, il y a bien quelqu'un derrière ça, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Et mieux, il y a d'autres affaires, même sous Macron, là, même sous Hollande. Par exemple, le protocole d'accord qui stipule que tout dommage collatéraux commis par l'armée française, par exemple, doit être de nul effet. Voilà des choses sur lesquelles nos juristes, nos éminents juristes, et c'est le cas au Mali, quand on bombarde un village de gens qui étaient en train de se marier, on dit la France n'est pas... il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut qu'on tire le son de ce que la justice française fait actuellement. Et que nos politiques, je vais parler de ceux qui sont ici avec nous, nos dirigeants et nos gouvernants, prennent surtout sur eux et tirent le son de ce qui arrive. De ne pas croire qu'ils ne sont pas touchables. Ceux qui se croient intouchables, ils devraient aujourd'hui voir comment Sarkozy est traîné partout. Et puis, si vous prenez l'affaire, par exemple, l'affaire libyenne, par exemple, sur laquelle le principal témoin, Ziad Takedine, dit non, machin, il tourne sa veste. Il dit non, c'est passé comme ça, Sarkozy, machin, il s'est rien passé. Les juges ont dit niet. C'est pas parce que Ziad Takedine dit, il y a le fils de Kadhafi, c'est l'islam, qui dit nous avons donné de l'argent à Sarkozy. Oui, il y a des documents qui ont fusé de Mediapart. Et Dieu seul sait que Mediapart ne raconte pas des conneries. Vous savez, ce média, comme étant un des médias intègres, l'un des médias les plus intègres de la France. Donc, c'est à croire que Nicolas Sarkozy cherche à rebondir. Et pour chuter, il a bien dit qu'il se retirait de la politique. Il a dit clair et net. Mais aujourd'hui, il a tendance à toujours surfer. Et c'est là où je vous dis, c'est un stratège. Il a toujours tendance à surfer sur les faiblesses du régime Macron. Vous l'avez vu venir ici à Abidjan. Il a marché sur un tapis rouge, accompagné du ministre Ahmed Bakayoko, à qui je présente même, je souhaite un bon rétablissement au passage. Pendant qu'il était juste... Qui l'a envoyé en mission là-bas?
Pourquoi il a des amitiés à Abidjan. Il était Ah pas en non, mission. Il n'était pas en mission. Vous savez, C'était un voyage privé. un vrai prix au cours duquel on vous dérouge le tapis rouge. Oui, mais le président ivoirien est son ami personnel. Ça vous donne droit à dérouler un tapis rouge. Mais c'est le mettre en difficulté, c'est le mettre en concurrence avec le président français. Ah bon? Ah non, vous n'avez... Il est devenu, comme l'a dit Moko Débat, il a si bien dit, il a dit clair et net, il est redevenu un citoyen à part entière. On peut l'accueillir d'une manière ou d'une autre. Et si vous voulez même amener lui la limousine au pied de l'avion, mais vous ne lui dévoilez pas un tapis rouge où il est accueilli par le Premier ministre de l'État en question. C'est un grand ami du chef de l'État ivoirien. Ça ne lui donne pas le droit de... Voilà les excès, voilà les excès dans lesquels se trouvent nos chefs d'État. Et partant, je voulais lever un point. Mon père a été à la diplomatie ici pendant 7 ans. Vous voyez, quand on va en France, nous, on est logé au Montparnasse, le Méridien. Nos autorités, tout ça, ils sont logés là-bas. À leurs frais, c'est-à-dire aux frais du contribuable béninois. Si je prends le cas du Bénin. Et c'est partout pareil. Mais quand eux, ils viennent ici, on leur donne hôtel, voiture, chauffeur, carte de corps, tout ça là. Il va falloir arrêter cette bêtise-là. C'est une connerie sur laquelle tout panafricain doit se lever et dire niet. Maintenant, ils viennent, ils payent leur hôtel. Au même titre que nous. S'ils veulent, dans le cadre d'une coopération bilatérale, bien centrée et harmonisée, si on va là-bas, ils nous donnent les mêmes hôtels. Mais vous savez qu'ils le font. Je crois, j'avais un document qui disait sur les frais d'hôtel, je crois que c'est les 3 premiers jours qui sont payés à un taux de rabais de, je crois, 25%, un truc comme ça. Il faut que ce genre de bêtises s'arrête. Nous allons revenir à cette affaire Nicolas Sarkozy, cette condamnation-là. Premier président condamné sous la Ve République. Selon vous, est-ce qu'il y a des enseignements pour l'Afrique directement dans cette condamnation-là? Oui. Il y a des enseignements. Il y a des enseignements pour l'Afrique. Avant d'en venir aux enseignements pour l'Afrique, il y a quand même lieu de relever parce que cette affaire Sarkozy-là, nous devons, quand on l'aborde la tête froide et le cœur chaud, quand on prend ça avec des outils purement scientifiques et techniques, de manière objective, on a l'impression que ça fait un peu trop pour lui. Trop de casserole. Ça fait une douzaine d'affaires pour un ancien président de la République. Pour le moment. Pour le moment, vous dites. Et quand vous prenez par exemple l'affaire Karachi, que j'ai évoquée tout à l'heure là, le non-lieu de l'affaire a été constaté, a été déclaré en 2016. Et en 2018, le dossier a été rouvert. Alors, je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un réseau ou bien des gens en sous-marin qui jouent un rôle, qui cherchent à fouiller un peu, à revoir les poussières que M. Sarkozy a soulevées? Oui. À des fins donc de lui nuire? À des fins de lui nuire personnellement ou à des fins politiques. Et ça m'amène à tirer une leçon fondamentale. Laquelle? C'est qu'il faut mener une vie de manière à ce que vous ne créez pas trop de pleurs chez les gens. Franchement. Il faut mener une vie de manière à ce que vous n'aiguisez pas trop de rancœur, trop de colère. Quand nous en venons aux enseignements, les Africains, les dirigeants africains d'abord doivent comprendre qu'ils ne sont pas imprenables. C'est clair et net. Ils ne sont pas imprenables. Et c'est beaucoup mieux pour un président de la République de mettre dans sa tête, un peu comme, je me rapproche un peu de la perception de la présidence par, comment il s'appelle, Thomas Sankara. Il faut, parce que l'une des leçons à tirer de Thomas Sankara, c'est le président qui a la citoyenneté dans la tête. Le dirigeant africain, il doit savoir qu'il est, même s'il est président, s'il est premier ministre, s'il est ministre, il est citoyen. Avant tout. Avant tout, pendant tout et après tout.
Exact. Pendant qu'il est président de la République et qu'il doit signer, il doit traiter des contrats avec un certain Bolloré ou avec, je ne sais pas, pendant qu'il est président, hein, et que il y a peut-être du déferlement en Côte d'Ivoire, je veux parler rapidement du président Gbagbo, hein, tout président africain doit savoir d'abord qu'il est un citoyen de son pays. Le président ivoirien est citoyen ivoirien. Le président togolais est citoyen togolais. Citoyen, quand on dit citoyen là, c'est dans le sens du patriotisme. Oui, tel que les Grecs et les Romains l'ont perçu. C'est-à-dire quoi? Il doit voir d'abord les intérêts de son pays. C'est très important. Vous voyez, on a des dirigeants en face de la France, des dirigeants français. Au temps de Sarkozy, effectivement, on a eu des dirigeants qui pratiquement sont tout petits. Parce que le monsieur, il a une personnalité très influente et très dominatrice, il domine. Donc, cela lui a permis donc d'imposer un certain nombre de situations au profit des Français. Les dirigeants africains doivent travailler pour être des dirigeants et avec un mental fort. Mais des dirigeants citoyens. Bon, il faut que le président de la République, le Premier ministre, le maire, le député, il faut qu'ils s'éloignent des pratiques non citoyennes. Malsaines. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République, hein, ou ce n'est pas parce qu'on a été président de la République qu'on va poser des actes que la loi réprime, que la loi pénale réprime. Et tout président doit savoir que ce qu'il est en train de faire, c'est en train d'être stocké quelque part. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours des gens derrière. À part les opposants, il y a des gens derrière. Donc, par rapport à cette situation-là, où M. Sarkozy, aujourd'hui, il est accablé d'affaires judiciaires. Il est accablé d'affaires judiciaires, mais je sais que son mental va tenir. Bon, par rapport à ça, nous, les Africains, nous devons savoir que par-dessus, il faut respecter l'éthique, il faut respecter la morale, il faut bien se comporter. Maintenant, Sarkozy, cette différence d'affaires-là par rapport à l'Afrique, je crois que quand on reste dans la posture d'Africain, ça profite à l'Afrique. Que Sarkozy ne revienne plus président de la République française pour que l'Afrique n'ait plus à vivre des affres qui ont été vécus avec la Libye, par rapport à la Libye, par rapport à la Côte d'Ivoire, et les incursions en violation des règles du droit international. Je crois que ce qu'il vit là, si cela peut conduire à ce qu'il ne soit pas plus présenté comme candidat du parti Les Républicains, c'est tant mieux pour l'Afrique. Maintenant, est-ce que parce que Sarkozy ne serait pas président ou candidat à la présidence en France, est-ce que pour autant, celui qui serait candidat ou celui qui serait président prochainement, il va servir la cause africaine? Non, il servira la cause française. D'où il vaut mieux pour nous les Africains de nous regarder en face et de nettoyer, de balayer notre maison, de prendre notre disposition, de nous aimer, d'aimer notre patrie et de savoir que moi, je l'ai toujours dit, hein, je ne suis pas très partisan de ce système d'immigration où on voyage, on se dit, ben, ça ne me fait pas bon vivre chez soi, on va ailleurs pour aller. Non, il faut développer son pays. Quand on fait des études, vous avez des docteurs aujourd'hui, vous avez des gens diplômés qui ont le doctorat, des gens, et ils préfèrent vivre hors de l'Afrique. L'Afrique a besoin de sa diaspora, mais ça dépend également du type de politique que les dirigeants africains développent. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ça, mais je sais que Sarkozy il va se tirer d'affaire. Il va se tirer d'affaire. C'est pas du tout mon avis à moi. C'est pas du tout mon avis. Il dit, ce sera pour moi une souffrance que d'avoir à faire condamner mon propre pays, mais j'y suis prêt car ce serait le prix de la démocratie. Ces propos par rapport à une possible saisine de la Cour européenne. C'est du gros n'importe quoi. Non, c'est du gros n'importe quoi. En ce sens-là, il utilise cela justement pour se repositionner dans la République. Vous savez que je vous ai parlé de l'homme pour l'avoir lu, suivi. Moi, j'ai passé toute la mandature de Sarkozy en France, bien avant lui. Je suis resté, j'ai quand même 18 ans de France. Je l'ai vu faire tous les matins. C'est l'IP président.
C'est le monsieur qui ne voulait pas voir un des membres de son entourage lui faire de l'ombre. C'est le monsieur qui est sur tous les fronts, sécuritaire, politique. Sarkozy, il prenait un avion, il était en Russie le matin, le lendemain soir, il est en Allemagne, et en même temps, il est sur les plateaux. Mais c'est le monsieur qui il laisse rien lui échapper. Quand vous avez un hyper-président comme ça, souffrez, comme l'a dit mon co-débatteur, qu'il y ait des gens derrière qui collectent des dossiers et qui en font une montagne. Il n'est pas sorti d'affaire. Hein. Ça, là, croyez-moi. Hein. Et je vais revenir sur un truc qui s'est passé durant sa mandature. Il a fait une réforme au niveau de la justice. J'ai plus bonne mémoire de ce que c'est, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est vu opposé aux magistrats. Et ça a été une affaire, mais à couteau tiré, où les magistrats ont dit, bon, d'accord, c'est nous qui sommes des spécialistes du droit. On nous impose à travers des manières politiques, la manière dont nous devons travailler. Je vais rechercher le dossier, je vais revenir sur peut-être une autre émission. Les magistrats, je crois que sans verser un peu dans la facilité, je peux me dire qu'aujourd'hui, les magistrats, ils ont aujourd'hui le bâton qu'il faut pour l'assommer. Oui. Donc, ça laisse croire alors à une justice qui ne serait pas indépendante. Donc ça donne l'impression d'une vengeance de la justice. Pour cela et si c'est comme ça, ce n'est pas techniquement bon. C'est justement pour cela que je vous ai cité Marine Le Pen, qui dit, attention à ce que vous faites. Ne vous cachez pas derrière la justice pour soi-disant invalider sa candidature. Si éventuellement il voudrait être candidat, elle prévient déjà d'avance. Vous savez bien que Marine Le Pen, face à Macron, on ne lui donnera pas le carte blanche, hein. Mais elle préfère se battre contre un monsieur comme Nicolas Sarkozy, où elle sait qu'elle a assez de données sur lui pour l'affaiblir. Donc, s'il vient dans l'arène politique en voulant être candidat, c'est du bémol pour le Front National. Bon, c'est ça s'appelle encore le Front National. Pour eux, c'est mieux pour Marine Le Pen d'avoir affaire à Nicolas Sarkozy que d'avoir affaire à Macron. Et vous savez comment Macron a été élu, comme le disent les Français? C'est l'oligarchie. Donc ceux qui ont les moyens, qui se sont entourés de lui, et sinon Hollande devait passer sa deuxième mandature. Comme ça dit qu'on est venu, on l'a carrément mis de côté, on a été prendre un jeune homme qui il était au plus bas dans les sondages et il a accepté lui-même de se retirer. Les sondages, si vous me permettez, c'est aussi de la sagesse politique, si vous me permettez, quelque part. Les sondages ne font pas élire un chef d'État. Vous le savez mieux que moi. Ah oui, mais Hollande était au plus bas. En tant qu'homme averti de la presse, vous savez mieux que moi que les sondages ne font pas un chef d'État. En tant que chef d'État, Hollande était au plus bas. Au plus bas, et son retrait, retrait s'imposait presque. On a vu des chefs d'État qui dégringolaient pour entrer dans une démocratie à notre façon. Un monsieur de la Guinée qui était à, je ne sais pas, 27%, ou bien quand l'autre était à 44%, qui s'est vu remonter la pente pour devenir président de la République après. Mais ça, c'est en Guinée. Ça, c'est en Guinée, c'est pas en France. Prenez le cas des États-Unis. Prenez l'élection d'Al Gore, prenez la dernière élection où les gens disaient non, on donnait à coup sûr. Prenez le cas de Hillary Clinton. Personne ne pouvait imaginer que Hillary Clinton allait passer ces élections. Mais il y avait des affaires. Non. Il y avait des affaires qui sont sorties. Je parle du point de vue des sondages. Quelques jours. Je ne parle pas des sondages, je parle pas des affaires, je parle du sondage. Qui pouvait s'imaginer que Hillary Clinton perdait ces élections? Impossible. Mais les grands électeurs, moi encore que là-bas c'est une démocratie un peu qu'il faut comprendre. Il est mieux placé que moi pour le dire. Et voilà, il s'est fait mettre sur la touche. Les sondages. Vous savez, Nicolas Sarkozy, il a cette manie-là, n'est-ce pas, de partir de zéro et d'aller à 120%. Sur 2-3 meetings, vous ne vous suivez pas ce discours? Il a cette chose-là qui est recherchée par les Français. Ce côté un peu charismatique de sa personne, qui s'impose aux autres. Vous l'avez dit, sur nos chefs d'État, il a fait un raz de marée. Il vient, mais vous ne savez pas, quand vous ne saurez même pas quand il est quelque part un manipulateur. C'est ça, c'est le mot. C'est le mot. Manipulateur, mais un expert de la manipulation. Et c'est tant mieux, donc, hein? Ouais, ça fait partie des stratégies. Oui, malheureusement. Et je conclus en disant que je suis
entièrement d'accord aussi avec vous sur le fait que nos prochains dirigeants doivent élever leur niveau de citoyenneté. Ils doivent se faire des patriotes nationalistes, des gens qui voient avant tout et pour tout la cause africaine, leur cause d'abord, le pays d'abord, et après on verra. Et il faut saluer tout le monde pour passer pour ça. Quand bien même, bon, il y a trop de ratés, hein, on ne dira pas. Mais du point de vue de l'idéologie, les États-Unis d'abord. Il y a eu maintenant tout ce qui a pu les desservir, la pandémie et tout ça. Mais dans le mental, il faut avoir des gens, comme vous le dites, Thomas Sankara on n'arrêtera pas de citer ce monsieur-là, qui est allé en France, qui a demandé à la France de l'aide pour construire le rail entre Ouaga et Bobo-Dioulasso. On a dit, mais vous voulez notre argent, mais vous nous qualifiez de pays impérialistes. Le gars, il est rentré, il a pris les forgerons. Il s'est tapé 187 km de rail avec les mains burkinabés. Voilà des exemples typiques sur lesquels on peut tirer le son. Mais le cas Sarkozy, franchement, je ne souhaite même pas qu'il revienne. Ce monsieur-là... On vous aura... Non, je ne comprends pas. C'est une manière de dire, sur l'Afrique, je ne parle pas de l'Europe, parce que je ne suis pas concerné. Ce qui se passe chez lui, ça n'engage que les Français. Sur l'Afrique, je ne souhaiterais ni lui, ni quelqu'un qui a sa culture politique. Parce que c'est une calamité. Alors, Justin Mpati, il cite dans sa sortie la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, dont il parle de la jurisprudence. Il suffit qu'un justiciable puisse suspecter que son juge n'est pas impartial pour qu'il puisse réclamer qu'il se déporte. Au vu de cette jurisprudence, la question de la partialité de certains magistrats peut se poser. Oui. Il est vraiment sûr de son fait, de son coup. Et sans doute qu'il a encore plus de tours dans son sac pour, pourquoi pas, se débarrasser de cette condamnation-là et de toutes ces affaires. Cela nous conduit vers ce que j'appelle la culture des juridictions communautaires. Puisque la Cour européenne des droits de l'homme, elle est une cour communautaire. C'est une juridiction qui est au-dessus de l'État français et des États pays membres, qui, lorsque un citoyen estime que son État, à travers une institution, donc une juridiction, n'a pas respecté ses droits, les droits du citoyen ou les droits du justiciable, ce citoyen-là est en droit, sur la base des dispositions juridiques communautaires, de saisir la Cour. Et quelle est la lecture que nous avons des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et quelle est la perception que nous avons de la Cour européenne des droits de l'homme quand on se base surtout sur sa jurisprudence, quand on se base sur son histoire. Premier élément, il y a lieu de dire que la CEDH, c'est une cour d'une technicité exceptionnelle. Secondo, la CEDH, elle est une cour d'une indépendance et d'une impartialité remarquable. La CEDH est une cour qui ne se laisse pas influencer par les États. Il en est de même pour la CJCE, la cour, son homologue de l'autre côté. Et vous allez voir que c'est en fait ces cours-là que les cours communautaires africaines essayent d'imiter. Vous prenez par exemple la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour africaine, voilà. Les droits de l'homme et des peuples, et voilà. Et la France sait que lorsqu'il y a un recours en manquement, ou lorsqu'il y a un recours par rapport contre un acte posé par une institution française, la France sait très bien que lorsque la décision tombe au niveau de la CEDH, elle est obligée de s'exécuter. Maintenant, à partir des éléments que je suis en train d'écouter, dans le fond de l'affaire, dans le fond du dossier, le fond, je trouve le fond suffisamment technique. Je trouve cela suffisamment objectif. Mais
lorsque j'entends ce que j'ai entendu là, M. Hamzat vient de parler de ce bras de fer qu'il y a eu entre-temps entre le président Sarkozy et la magistrature. Et il y a cet entretien que Madame Marine Le Pen a eu avec des journalistes. S'il arrive à apporter la preuve, s'il arrive à démontrer l'impartialité de la justice dans cette affaire, s'il arrive à démontrer la partialité de la justice dans cette affaire, s'il arrive à démontrer la dépendance de la justice dans cette affaire, et qu'il montre véritablement que la décision qui a été rendue est une décision subjective, il n'y a pas de raison que la Cour européenne des droits de l'homme ne lui donne raison. Et je crois, il y a assez d'éléments, il y a assez d'indices, il y a l'histoire de cette Cour-là, la jurisprudence de cette Cour-là, la suite réservée aux décisions de cette Cour-là. Ce n'est pas ici qu'on va étaler le droit de la faculté. Et c'est différent, le passé de cette Cour et la culture qu'on en a nous donne raison. C'est pour cela que je dis, le droit est neutre. Le tout dépend de l'utilisation et de l'orientation qu'on en fait. Alors, Nicolas Sarkozy, rebondissement politique au point, pourquoi pas, de reconquérir le pouvoir d'État en France, c'est possible? Je vous l'ai dit, il a dit clairement qu'il se retirait de la politique. Est-ce qu'il est en train de faire un comeback? Tout laisse à croire. Vu tous les actes qu'il pose de droite à gauche et les supputations qui viennent de son camp, de son camp, des Républicains, laisse à croire. Et vous voyez quelle a été la faiblesse de ce parti-là depuis qu'il est parti. Ils n'ont jamais pu rebondir. Est-il l'homme providentiel? Je ne sais pas, mais je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas du tout. Non, laissez-moi finir. Je ne le souhaite pas. Pour finir. Et je voudrais lever une parenthèse ici. Rapidement, pour finir. Nicolas Sarkozy, il a un cabinet d'avocats. Il est un avocat. Vous le savez. Ceci dit, il a des ramifications, même jusqu'au niveau des cours dont vous citez là. Et que c'est un influenceur politique. Donc c'est possible, c'est ce type d'affaire. Comme il a toujours si bien fait. Mais je salue la justice française pour avoir fait son pour lui avoir tenu tête. Pour lui avoir tenu tête, d'une part, parce que c'est pas facile de faire tomber des gens comme le Nicolas Sarkozy. Il n'est pas encore et d'autre part, je salue la justice française pour la leçon qu'elle donne à nos dirigeants, qui se croient tout permis. Ils sont pas des héros, hein. Ils sont pas des intouchables. Tout peut arriver à tout moment. Et il faut aussi saluer ce côté-là que j'adore de la France, qui est que quand vous pensez avoir tout oublié, c'est en ce moment que tout renaît. Oui, voilà qui est clair. Lorsque l'élection présidentielle est proche en France, généralement, on essaie de remuer les cendres pour pouvoir sortir les dossiers, les vieux dossiers. Nicolas Sarkozy, redevenu président français. Oui, les faits politiques et les faits judiciaires qui se déroulent depuis un certain temps constituent justement la preuve. Et je crois que sur la base du charisme, des qualités, du caractère, il ne serait pas trop d'accord avec qualité, du caractère cité de ce personnage-là, c'est-à-dire un homme compétitif, un gagnant, un stratège, quelqu'un qui a un mental fort, quelqu'un qui manipule. Je crois que le parti, les Républicains, certainement, va lui confier la possibilité, va le positionner comme candidat. Et maintenant, l'autoroute n'est pas dégagée. L'autoroute n'est pas dégagée. Elle est encombrée de blocages judiciaires. Et il appartient à Sarkozy et à toute son équipe d'avocats de développer les stratégies nécessaires pour pouvoir dégager l'autoroute sur le plan judiciaire. Et pour finir, lorsqu'un président est en cours de mandat, tout le monde, parfois, très souvent, et en Afrique, tout le temps, tout le monde lui fait
lui faire allégeance. Mais lorsqu'il quitte le pouvoir, qu'il sache que ce qui était caché peut être soulevé et il pourra être poursuivi. Donc il vaut mieux diriger en étant président, mais beaucoup plus citoyen. Voilà, vous êtes Justin Nyong-Pati, chercheur en droit international et constitutionnel. Face à vous aujourd'hui, Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et sécurité. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de votre émission.